Place au jeu, pour ceux qui découvrent encore la NBA et son organisation, on peut repréciser qu'il y a deux conférences, Est et Ouest, et chaque conférence qualifie les 8 meilleures équipes pour on va dire une post-season, donc les playoffs, et ensuite un petit tournoi qui amène la meilleure équipe de l'Est et la meilleure équipe de l'Ouest à s'affronter en finale NBA. On va donc repartir de zéro, hein. La saison régulière va commencer le 18 octobre prochain, et on va s'intéresser à la conférence Est. Alors vous voyez toutes les équipes qui s'affichent. Donc au départ, Milwaukee, Boston, Philadelphie, Miami, Brooklyn, Cleveland, Toronto, Atlanta, Chicago, Washington, New York, Charlotte, Détroit, Indiana et Orlando vont toutes partir pour tenter de se qualifier en play-off. On va, nous, parler donc de ces franchises en 3 catégories, hein, pour essayer un petit peu de vous les présenter. Alors, quand on parle de catégories, c'est parmi les équipes qu'on pense être les plus à même d'être favorites pour atteindre les finales NBA ou voir les playoffs, et ce qu'on appelle nous donc les contenders. On aura aussi les outsiders, donc ces équipes qui vont peut-être faire les playoffs mais qui peuvent peut-être aussi espérer aller un peu plus haut. Et puis on a une dernière ceux qui vont tanker pour Victor. Celles qui vont tanker pour Victor. Les Wembanyamers. Les Wembanyamers qui vont attendre l'arrivée de Victor Wembanyama. Et franchement, ils auraient tort de s'en priver tellement le prospect est unique. Alors voilà, pour nous, on a 3 franchises qui pourraient peut-être attendre l'arrivée de Victor, les Pacers, les Pistons de Killian Hayes, le français, et le Magic d'Orlando. Voilà un petit peu Road to Wemby, j'aime beaucoup le titre. Donc on va pas forcément parler de ces 3 franchises, on va tout de suite aller vers la catégorie des outsiders. On a un petit peu le temps. Je me tourne peut-être vers Angelo pour commencer dans la catégorie des outsiders. Voilà le tableau qui s'affiche pour t'aider un peu. Miami, on a Brooklyn, Cleveland, Toronto et Atlanta. Quelle équipe te hype le plus dans cette catégorie-là? Alors, beaucoup de monde parlerait de Brooklyn à cause de Durant, de Kyrie. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a une équipe qui, moi, j'appréciais particulièrement regarder jouer la saison passée, c'est les Cleveland Cavaliers. J'ai vu une bonne quinzaine de leurs matchs. North. Brooklyn North. Oui, c'est vrai qu'ils ont récupéré tous les assets de Brooklyn. C'est clair. C'est clair. Et en fait, c'est quand même, pour moi, une équipe qui a énormément de potentiel, mais qui a montré qu'elle répond déjà, on va dire, aux attentes de ce que ce potentiel présentait une fois qu'ils ont rajouté Caris LeVert, Jared Allen, Oui. J'aime énormément comment ils jouaient avant l'arrivée de Donovan Mitchell. Ouais. Et le fait que Donovan Mitchell arrive leur donne tout de même un star power et on va dire une sorte d'assurance tout risque dans le scoring et dans peut-être l'impact offensif qui peut être attendu d'un outsider à l'Est, surtout que c'est une conférence qui est particulièrement dense. Et donc, dans cette idée-là, il y a tout de même la perte de Markkanen qui va être un petit peu dommageable. Le Finlandais Lauri Markkanen, parti du côté de Utah. Voilà, qui a été exceptionnel lors de l'Eurobasket d'ailleurs et qui est un joueur qui a un profil particulièrement intéressant parce qu'avec Evan Mobley et Markkanen et Kevin Love et Jarrett Allen, ils avaient une équipe aux dimensions surdimensionnées tout simplement. Ils avaient une longueur de segment, de la taille, de la qualité de shoot extérieur qui leur permettait d'avoir une frontline particulièrement efficace et dangereuse. Mais ça va quelque part ouvrir les portes à une responsabilisation totale de Evan Mobley, puisque maintenant il y a moins d'options potentielles au niveau du poste 4. Et Evan Mobley, qui a montré le bout du nez la saison passée en tant que rookie, va pouvoir vraiment passer à l'étape suivante. Et donc, s'il reste en bonne santé, parce qu'il est tout de même fin et assez fragile, s'il reste en bonne santé, il va pouvoir passer ce palier. Et on a quand même déjà 2 All-Stars, avec Allen et Garland, et on a Donovan Mitchell, qui lui aussi est un statut All-Star. Est-ce que l'arrivée de Donovan Mitchell freine pas un peu le développement potentiel de Darius Garland? Non, puisque c'est des joueurs qui peuvent exister l'un à côté de l'autre. Oui, tout à fait. On a souvent vu, et beaucoup d'équipes NBA, on a un Zach LaVine et DeMar DeRozan, par exemple, du côté de Chicago, qui sont tous les deux scoreurs et qui existent
parfaitement sobre, qui coexistent. Il y a beaucoup de possessions en NBA, ce qui permet d'avoir beaucoup de munitions et on peut distribuer les munitions de manière équitable, sachant qu'en plus Garland est un meneur, donc il a la balle dans les mains et Mitchell est un finisseur, donc il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Mais je suis très excité à l'idée de voir comment ils vont confirmer leur bonne saison de l'année dernière pour potentiellement intégrer le top 6 et donc les playoffs immédiats. Antoine, on est dans la catégorie des outsiders. Quelle est ton équipe outsider dans la conférence Est? On est tous mordus de NBA, mais je ne mets pas des t-shirts sur mes fenêtres tous les jours. Donc là, j'ai mis Brooklyn parce que c'était celle pour cette catégorie-là. Certains les voient carrément dans les contenders, donc prêts à jouer le titre tout de suite. On les a mis dans les outsiders parce qu'il y a quand même encore beaucoup de questions. On a les 3 joueurs majeurs qui font partie des joueurs les plus compliqués, on va dire, au niveau de leur personnalité, de ce qu'ils expriment. Durant, ça va encore. Il performe bien, même si c'est plus sur la communication, etc., qu'il y a quelques soucis. Et on l'a vu encore cet été par rapport à le coup de pression qu'il a mis à la franchise et qui finalement, rien ne change. On a Kyrie Irving qui était lié à ce coup de pression. Et là aussi, on sait que sur le terrain comme hors des terrains, ça peut un petit peu aller dans tous les sens. Et lui, donc, c'est à un degré bien plus élevé que KD. Et derrière, on a Ben Simmons, qu'on n'a pas du tout vu l'an dernier, puisque depuis cette espèce d'épisode bizarre pendant la série contre Atlanta, où les Sixers se sont complètement effondrés, Ben Simmons a mal pris le coup de pression qu'il a pris derrière de Joel Embiid et Doc Rivers. Et donc, on l'a plus du tout vu jouer pour des raisons de santé mentale, selon lui. Donc, on attend de voir justement où en est un petit peu sa tête et ses performances du coup derrière sur le terrain. Et j'ai envie de rajouter là-dedans que Steve Nash, ça ne doit pas être très très serein non plus, parce que c'est un joueur avec un énorme résumé de double MVP, mais qui en tant que coach, pour l'instant, n'arrive toujours à rien faire. En tout cas, pas du tout ce qu'on voudrait attendre d'une telle armada. Donc, ça met beaucoup de pression sur Brooklyn, et c'est pour ça qu'on les met plutôt en outsiders que contenders. Ceci dit, ça reste une énorme armada, pas juste avec ses joueurs stars. Il y a vraiment des choses autour. Il y a Patty Mills, il y a Seth Curry qui shoot très bien. Il y a TJ Warren, dont on va voir un petit peu si le staff médical du côté de Brooklyn est meilleur que celui du côté d'Indiana pour le relancer. C'est un joueur qui avait explosé pendant la bulle en 2020. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Royce O'Neal, on a des joueurs qui ont peut-être des choses à montrer du côté comme Yuta Watanabe, etc. Donc, on attend de voir, mais on va dire que ça pourrait très bien jouer le titre aussi du côté du printemps, mai-juin. Pascal, tu as vécu à New York, Brooklyn, tu connais un petit peu. Quand on évoque les Nets, sans rentrer forcément dans ce qui s'est passé cet été, Oui. qu'est-ce qui t'intéresse le plus à la reprise de la saison en termes de situation? Est-ce que c'est Kevin Durant, est-ce que c'est Kyrie Irving ou est-ce que c'est Ben Simmons? Je suis très curieux de voir ce que va donner Ben Simmons, voir un peu s'il va arriver à sortir de sa torpeur. Parce que c'est un gars qui a un souci, visiblement, qui mentalement a été cassé par ce qui s'est passé à Philadelphie, qui est toujours pas revenu. Et j'espère que Kevin et Kyrie vont arriver, et Steve Nash vont arriver un peu à le relancer, parce que c'est un gars, si jamais Ben Simmons arrive un peu à retrouver, s'il a travaillé surtout, parce que cette inaptitude à shooter extérieur, là, c'est pas possible, quoi. Donc il faut. On parle pas à Angelo, il va nous faire 3 heures là-dessus. J'espère que le gars, j'imagine que cet été, il a engagé quelqu'un, il a bossé, c'est passé quelque chose, parce que c'est pas possible. On espère tous. On espère, hein, parce que là, oui, c'est vrai que Durant, Irving et Ben Simmons, ça fait rêver. Ça fait rêver. C'est un bon. Mais bon, après, c'est pas tant. Bon, Simmons, c'est vraiment le basket, et après aussi l'extra basket avec Irving. Suivant le gourou qui suit sur Instagram ou ce qu'il a mangé comme céréales, la céréale avec du CBD ou non, enfin on ne sait pas ce qu'il va nous sortir. Beaucoup de questions autour de Brooklyn. On comprend que Harden soit barré. Très intrigante cette équipe. Excitante mais intrigante également. Gros point d'interrogation. Allez, l'équipe de Melvin dans la catégorie des outsiders, et on enchaînera vite avec Melvin sur les contenders aussi. Ok, moi j'ai longtemps hésité entre les Raptors chers à Pascal avec leur star Pascal Siakam et les Atlanta Hawks, et au final j'ai pris les Atlanta Hawks. Alors eux ils ont terminé 8e à l'Est l'année dernière, ils avaient fait la finale de conférence il y a 2 ans. Alors on voit Trae Young ici, c'est de loin leur meilleur joueur. Ils avaient un problème les Hawks, c'est qu'ils avaient la 2e meilleure attaque quand Trae Young était sur le terrain. Par contre ils avaient la 26e défense, et donc du coup pour essayer de trouver de l'aide
Wamne Led à triangle. Ils sont allés chercher l'ancien meneur de San Antonio et l'ancien et All-Star d'ailleurs, Dejounte Murray, pour pouvoir progresser en défense, parce que Murray c'est un des meilleurs défenseurs arrière de la ligue, et puis pour pouvoir diversifier leur jeu en attaque, c'est-à-dire que quand Triangle n'est pas sur le terrain, ils ont quelqu'un qui peut vraiment mettre les choses en place, et quand les deux sont sur le terrain en même temps, maintenant on peut demander à Triangle de jouer sans ballon, un peu à la Steph Curry, et pour l'avoir en mouvement, pour utiliser ce qu'on appelle sa gravité, pour trouver des espaces pour les autres. Ils ont aussi renforcé un tout petit peu leur banc avec l'arrivée de Justin Holiday, qui est un shooter qui était à Sacramento l'année dernière. Ils ont drafté AJ Griffin de Duke, qui lui aussi est un gros shooter et qui a, je pense, un gros potentiel. Et puis, ils ont l'éclosion de Onyeka Okongwu en poste 5, qui pourra être une très bonne doublure pour le francophone Clint Capella. Après, moi j'ai pas mal de questions en fait sur les Hawks, parce que oui, ils ont fait un gros trade, mais est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que réussir à aller chercher Murray, est-ce que c'est suffisant pour changer la philosophie défensive de cette équipe? Ils ont Jason Collins, un de leurs meilleurs joueurs, qui est sur dans les rumeurs de transfert depuis 3-4 ans. Est-ce que si Atlanta commence doucement, est-ce qu'il va demander à être transféré? Et enfin, qui au poste 3 va réussir à s'affirmer? On a DeAndre Hunter qui est dans sa 3e saison maintenant, mais qui n'a jamais réussi à franchir ce cap. Et quand on sait les mastodontes qu'il y a au poste 3 et au poste 4 dans la conférence S, comme les Giannis Antetokounmpo, etc., ils ont besoin d'un poste 3 costaud qui puisse défendre. Poste 3, ailier, poste 4, intérieur, capable de s'écarter. Voilà, pour préciser un petit peu. Melvin, on continue avec toi. Je voudrais qu'on transite vers la catégorie des contenders à l'Est. On peut peut-être remonter notre classement. On avait, nous, mis de côté 3 équipes. Milwaukee Bucks d'un certain Giannis Antetokounmpo, grec et compatriote d'Angelo Zagarakis. Les Celtics de Boston... finaliste NBA face aux Warriors, on s'en souvient encore, et les Sixers d'un certain Joel Embiid, français, camerounais et peut-être américain, on ne sait pas. On continue avec toi, Melvin. De quelle équipe tu veux nous parler? Ouais, je vais parler de Boston. Honneur aux champions de la conférence de la saison dernière. Alors, il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi the elephant in the room, comme on dit ici, c'est-à-dire que il y a l'affaire Udoka qui est suspendue pour toute la saison. Donc, on a l'arrivée d'un nouveau coach, Joe Mazzulla, qui était un de ses assistants coach. Il a 34 ans. Ça va être le plus jeune entraîneur en chef de la NBA. Pour vous donner un repère, Al Horford est plus vieux que lui, donc le pivot des Celtics. Cela dit, c'est quelqu'un qui c'est un fin stratège. Il est talentueux, il est extrêmement respecté dans la ligue. Donc, à voir comment il va réussir à prendre le flambeau d'Ime Udoka. Après, les Celtics, ils ont une identité maintenant qui est claire. Ils peuvent construire sur la lancée de la saison dernière, que ce soit les playoffs, mais aussi les 50 à peu près derniers matchs de la saison régulière, où ils étaient la meilleure défense de la NBA. Ils avaient des problèmes en attaque, c'est-à-dire que c'était souvent un peu trop Jason Tatum et Jaylen Brown, et il leur manquait un créateur secondaire. Et ils sont allés le chercher en faisant un transfert avec Indiana pour aller chercher Malcolm Brogdon, qui est lui qui peut créer, qui est un bon shooter et qui va pouvoir seconder ces deux stars. Alors après, comme je disais, il y a beaucoup de plus, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, mais par contre, il y a aussi 2 questions. La première, c'est qu'il y a la blessure de Robert Williams, qui était centrale à leur schéma défensif, avec un Robert Williams qui était généralement sur un ailier qui ne peut pas vraiment shooter pour pouvoir venir en aide et mettre des gros contres en deuxième rideau. Et puis, l'autre question, c'est vraiment l'affaire Udoka. Si jamais il ne commence pas bien la saison, est-ce que l'équipe va complètement exploser, ou est-ce que Joe Mazzulla peut réussir vraiment à garder ce noyau dur? Donc, à voir. À suivre. Angelo, peut-être un mot si tu souhaites sur les Celtics, mais surtout ton équipe, peut-être contenders à l'Est. Non, sur les Celtics, Melo, il a été parfait. Moi, j'ai parlé des Bucks, bien entendu. Allez. Ouais, déjà parce que c'est avec les Cavs, mon équipe préférée, parce qu'il y a Giannis Antetokounmpo qui est mon joueur préféré, et c'est pas juste qu'il est grec. Est-ce qu'il ne faut pas justement aller chercher une finale NBA minimum pour les Bucks pour peut-être que ce groupe continue à rester le même?
C'est une très très bonne question et c'est une question tout à fait légitime parce qu'on sait très bien que Giannis, qui avait déjà communiqué le fait que c'était une nécessité pour lui d'aller à ce niveau-là de la compétition pour continuer son aventure du côté de Milwaukee. C'est un joueur qui veut gagner, mais je pense que maintenant qu'il a eu son titre, il ne veut pas non plus sombrer dans une sorte de reconstruction. Il faut que ce soit année après année une équipe contender qui soit légitime. Mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, c'est quand même un Game 7 qui les a arrêtés, qui les a sortis, et que derrière, c'est l'équipe qui les a éliminés en Game 7 qui est allée en finale NBA contre les Warriors. Puis il était fatigué encore, Giannis. Et il était fatigué. Il se remettait encore. Il a mis du temps à se remettre de son genou. Exactement. Distendu, et il était encore bien fatigué. Enfin, on a l'impression que c'est presque arrivé comme un soulagement. Enfin, j'exagère, mais après ce Game 7, il a vraiment dit qu'il était carbo. Quoi. Il avançait plus du tout. Et puis, ils n'ont pas eu de chance. Hein. Middleton était blessé. Et tu te dis, ils sont allés en Game 7. Donc, c'est pour ça que je pense que cette équipe, elle reste un contender plus que légitime parce qu'ils ont l'expérience du titre. Ils ont Connaughton qui a re-signé pour… continuité. Voilà, la continuité, je crois qu'il a re-signé pour 3 ans. Voilà. Il sort de sa meilleure saison individuelle et c'est un joueur à 40% à 3 points. Et le noyau dur avec Jrue Holiday, avec Middleton, avec Antetokounmpo reste quand même une triplette exceptionnelle, défensivement déjà. Et puis offensivement, il faut aussi savoir que Giannis Antetokounmpo a pris une nouvelle dimension cet été. On l'a vu durant tout l'été arriver en dribble tel qu'il le fait d'habitude, mais au lieu d'infiltrer la raquette avec c'est pas exceptionnel, il s'arrête, tu restes à 1 mètre, in your face, respect my shot. Et si ce mec-là commence à prendre ce genre de tir en transition avec confiance et qui tourne autour des 37-38%, ce qui a été le cas pendant tout l'été… Oui, c'est autre chose. C'est encore une vision surréaliste d'ailleurs. Hein. Moi, je me suis retrouvé en fait à chaque fois qu'il prenait ce tir à 3 points en transition, et puis on n'est pas encore habitué. C'est clair. C'est un joueur qui progresse, quoi. Ah oui. Il continue et c'est la marque des très très grands. Jordan l'a fait tout au long de sa carrière, Kobe l'a fait. Giannis le fait. Et Giannis le fait. LeBron l'a fait aussi. Hein. Et LeBron l'a fait, bien entendu. Et puis c'était sympa pour une anecdote, c'est que j'ai parlé des Cavs et des Bucks. Et puis quand j'étais à Athènes, lors de la préparation de Team Hellas, ils jouaient contre l'Espagne et il y avait en bord de terrain Pickerstaff et Budenholzer qui étaient en train de se la causer parce qu'ils étaient venus voir. D'observer les progrès du poulain. Ils avaient concassé l'Espagne d'ailleurs. Ils avaient concassé l'Espagne. Toujours les faux matchs, tu sais qu'ils veulent rien dire. Tu as l'Espagne qui perd, tu sais très bien que le match, si les gars, ils ont mis un truc en place. Donc, voilà. Antoine, on finit avec toi sur les contenders de l'Est. Du coup, là aussi, la réponse est derrière, c'est Philadelphie. Alors, Philadelphie, on pourrait peut-être les appeler les Philadelphia Rockets, puisque le manager général Daryl Wesh-Morey nous a fait un petit peu une réunion autour de James Harden, donc il a déjà fait venir de Brooklyn l'an dernier. Là, on a du PJ Tucker, on a du Daniel House Jr. Il faut savoir que c'était eux aussi qui avaient drafté Montrezl Harrell, qui rejoint aussi cet effectif. Et il y a une petite addition supplémentaire aussi qui a noté, c'est De'Anthony Melton. C'est pas un joueur qui est très connu du grand public, mais il faisait quand même 20 minutes pour les Grizzlies l'an dernier et il a le 2e meilleur taux d'interception de toute la NBA avec Matisse Thybulle qui a le premier. Donc ils vont terroriser toutes les second unit, les joueurs du banc qui viendront les affronter. Mais donc cette réunion, elle est d'autant plus intéressante que vraiment la pièce essentielle, c'est PJ Tucker. Qui amène cette physicalité qui a beaucoup manqué à Philadelphie l'an dernier quand ils se sont fait éliminer par Miami. Et justement, PJ Tucker était à Miami. Il était aussi aux Bucks quand ils ont gagné le titre en 2021. Et j'étais dans le vestiaire il y a une semaine environ de Brooklyn, puisque Philadelphia venait jouer un match de pré-saison. Et c'était vraiment les 2 meilleurs amis du monde, pas James Harden et PJ Tucker, Joel Embiid et PJ Tucker. Assis à côté de l'un de l'autre dans le vestiaire, à s'envoyer des vannes, à aller prendre la douche ensemble, machin, ça. C'était non-stop. Et donc, ça va être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. On sait que Joel Embiid aime bien avoir un 2e joueur sur lequel il peut se reposer. Alors, c'est pas un joueur star comme Jimmy Butler et que normalement devrait être James Harden, mais qui a montré des irrégularités qu'on lui connaît, notamment en play-off. Mais on sent que là, il se repose sur un joueur qui va amener un petit truc en plus dans l'esprit, dans tout ça. On a un Tyrese Maxey, qui est un jeune joueur dont on a déjà parlé, qui aussi apporte pas mal de choses pour Philadelphie, notamment en attaque. En défense, c'est beaucoup plus compliqué.
Mais du coup, cette équipe, elle fait un petit peu parler ici aux États-Unis. On se demande si après, justement, Embiid qui est toujours deuxième au MVP, le deuxième tour qui leur coûte toujours des tracas, l'an dernier deuxième de la conférence aussi, est-ce que ça serait pas leur année? Et il y a même beaucoup de pression autour de ça parce que si c'est pas leur année, s'il se passe pas vraiment quelque chose cette année, ça va être très 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 compliqué pour eux derrière. D'autant qu'ils ont vraiment même pas un truc pour essayer de reconstruire. Donc voilà, toute la pression est sur eux, beaucoup d'attention est sur eux, et on attend de voir si justement ils vont pouvoir un petit peu délivrer. Alors, dernière question, elle sera pour Pascal Gibernet, journaliste qui a vécu 19 ans aux États-Unis. Est-ce que le finaliste NBA côté Est est parmi les 3 équipes qu'on a mentionnées nous, c'est-à-dire les Bucks de Milwaukee, les Celtics de Boston ou les Sixers de Philadelphie? Une grosse surprise, c'était pas le cas. Hein. Enfin, je trouve que la voie était bien tracée pour Boston. Et je trouve, comme l'a dit Angelo, l'affaire Udoka leur met vraiment c'est un gros coup de frein. Ça a vraiment bien les gêné. Et Milwaukee, là, à mon avis, bien en quête de revanche. J'espère que tout le monde sera en forme physique pour pouvoir prétendre défendre ses chances. T'aurais un favori là à nous donner ou pas? Je sais que c'est compliqué, hein. Rien n'a démarré encore. Alors, en restant subjectif, oui. Moi, mon gars sûr, c'est toujours Yanis. Okay. que je suis depuis quand personne ne lui parlait, j'allais lui parler. On a une bonne. C'est sympa de voir un petit jeune comme ça. Moi, j'allais lui parler vraiment. C'était dans le cadre du boulot et j'aurais jamais imaginé qu'il prendrait une telle dimension. Donc, c'est vraiment agréable de le voir performer comme ça. Et puis, j'aime bien Joël aussi. D'accord. Donc, mais bon, vu que j'ai un petit problème, après, c'est très objectif de ma part. Avec, comme l'a bien surnommé Antoine Washmoret, et avec Harden, j'ai toujours un peu de mal avec les deux individus. D'accord. Moi, je suis à fond pour Milwaukee. Allez, Milwaukee pour Pascal. On va suivre ça. Et puis, si tu as raison, tu seras réinvité dans Hype. Tu auras gagné ta place régulièrement.